Alors comment j'ai commencé? J'ai commencé par les classes poubelles, on appelait ça. Gitan, bohémien, CPPA, CPN, toutes ces classes pré-apprentissage, certaines en collège, d'autres en école. Toutes les classes dont personne ne voulait. Ou quand le directeur me poussait et fermait la porte, j'entendais un gamin qui disait celle-là, montre en main, 5 minutes. Parce que j'étais la 11e remplaçante de la semaine. Des choses un peu comme ça, quoi. J'en rêvais la nuit, je faisais des cauchemars. Mais peu à peu, je crois que j'ai trouvé des façons de me faire de m'imposer. J'avais que 21 ans, mais franchement, je me suis jamais mis en congé de maladie dans ces classes-là, quoi. J'ai toujours essayé de remplir tout ce qu'on m'avait demandé de faire, même si de temps en temps, je passais par les fenêtres, c'est-à-dire je montais par le toit de la cuisine. C'était le cuisinier qui me faisait la courte échelle pour aller taper à la vitre, pour rentrer dans ma classe. Enfin, voilà, il y avait des moments un peu chauds comme ça, mais l'inspecteur m'avait dit pas de talons aiguilles et pas de mini-jupe. Ça m'allait. J'étais style jean et Clark, si bien que je courais aussi vite que les gamins. Ça m'a beaucoup aidée. Voilà. Donc ces classes-là, elles m'ont bien épuisée, mais elles m'ont appris plein de trucs. Par exemple, pour pouvoir revenir le lendemain, je leur racontais une histoire passionnante et je coupais au moment le plus passionnant. Et là, ils disaient « Ah non, non, tu peux pas nous faire ça ». Et je dis « Ah si, 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 je vous fais ça. Et demain, si je peux venir en classe, je vous raconte la suite ». Et j'ai tenu comme ça 4 mois là, dans cette classe de bohémiens, de gitans qui se tapaient dessus. Les uns sédentarisés, les autres en roulotte. Voilà, ça a été les belles années, bien formatrices. Après, je suis partie, j'ai sauté le Rhône, je suis partie en Ardèche. Et là, j'ai pris les classes uniques. Alors ça, j'avais jamais fait ça de ma vie, je connaissais absolument pas. Mais il y en avait plein, c'était les zones de montagne, j'adorais tous ces petits villages accrochés partout là. Et puis j'ai toujours trouvé, mais partout, d'autres petites classes. Et on se rencontrait avec les instituts et on disait, si on faisait des choses ensemble. Alors c'était des mini-regroupements. Dans certaines petites vallées, ben, on était 4 petites écoles les unes après les autres. Et voilà, on s'est mis à travailler ensemble, à se passer nos préparations, à se dire, bah, si on faisait la descente de l'Ardèche, tous ensemble, à dormir dans les grottes avec les enfants. Ça, c'est un truc que les parents, ils n'avaient jamais imaginé qu'on ferait avec des enfants, ni même nos supérieurs hiérarchiques. Mais on s'est vraiment, vraiment éclaté à mettre des petits projets minuscules de 2-3 jours en place avec des enfants qui n'étaient jamais sortis. Certains, ils ne connaissaient même pas le Cheylard, quoi, qui est la ville dont ils dépendaient. Ils étaient dans cette vallée et ils n'en sortaient pas, quoi. Voilà. Ça a commencé comme ça, puis après, les petits réseaux se sont un peu agrandis, jusqu'au moment où on a fait la connaissance, enfin, c'est par Sylvette que j'ai fait la connaissance de Bernard Collot et de toutes les personnes qui déjà gravitaient auprès de lui. Donc, les noms m'échappent, mais Jean-Michel en faisait partie, Jean-Claude Lobre, voilà, tout. C'était au départ une association pour la défense de l'école rurale, sachant qu'il y avait des maires dedans, des maires de communes, des parents d'élèves. Et nous, le groupe des enseignants, à l'intérieur de cette association, on travaillait beaucoup plus la pédagogie et comment faire en sorte que ces classes ne soient pas des laissés pour compte, des trucs obsolètes, où en fait les enfants trop coucounés n'arriveraient jamais à rentrer en collège, n'imaginons même pas le lycée, et qui, à l'image des campagnes, étaient recroquevillées sur elles-mêmes et en fait allaient bientôt mourir, quoi. Ce qu'a voulu faire Pierre Mauger sous Jospin, il me semble bien, quand il a voulu anéantir les classes uniques et privilégier les regroupements. Donc en fait, c'était plein de challenges que je trouvais aussi intéressants et moins épuisants que les banlieues. Et donc, franchement, cette rencontre à Crozon avec la FNDPR et avec Bernard, entre autres, et puis il y avait plein de beaux mondes aussi qui nous accompagnaient. Michel Autier, qui c'est qu'on avait là-bas? De Barbieux. Mérieux, qui a tout le temps été à nos côtés, c'est le parrain un peu quelque part, Philippe Mérieux. Enfin bon, bref, c'était, ça m'a apporté de la nourriture, parce que c'est bien de faire tout seul ou avec juste ses voisins et de tâtonner et de se dire mais ouais, les enfants, ils ont la banane, ils sont heureux de venir, quand c'est les vacances, ils traînent les pieds pour repartir. C'est chouette, et puis tout ce qui se passe, comment ils progressent.
Et je me disais, ouais, ça c'est bien, mais nous, pouvoir se retrouver dans ce réseau d'instituteurs expérimentaux, eh bien, quelque part, ça nous a vraiment du bien et ça nous a apporté plein de choses incroyables, quoi. Style, on est parti, on faisait un stage à l'école normale de Privas avec des enseignants des classes uniques locales du coin, là. Et rien de ce que nous apportaient les profs nous convenait. Donc on a en fait décidé tout simplement de leur dire de pas venir, de plus venir, qu'on allait se débrouiller tout seul. On avait quitté Privas, on avait pris une salle au collège de Saint-Sauveur-de-Montagu. On était une quinzaine d'enseignantes. Et donc, on a apporté nos prep, on a apporté nos expériences, nos jours de notre classe, et on a essayé de bâtir un projet pédagogique qui nous semblait assez cohérent avec nos classes. Et en plus, on a apporté des bouts de films, des photos de ce qu'on faisait. Et j'ai dit, tiens, pour aller tester ça, moi j'avais des copains instits à la Villeneuve de Grenoble, qui démarraient eux aussi des projets pédagogiques. Je dis, on va aller se frotter aux élèves et aux instituteurs de la Villeneuve de Grenoble, qui eux démarraient déjà les premiers logiciels informatiques, etc., etc. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. On a dormi tous, mes parents qui habitaient le village olympique. Et on a débarqué, on a déboulé dans leur classe, quoi. Et on leur a présenté ce qu'on faisait. Et c'était plein d'enfants, ils étaient là assis, super attentifs et intéressés. Et puis il y avait un grand silence quand on s'arrêtait, on attendait les questions. Et là, ce n'était pas des questions qu'on a eues, c'était un petit arabe, je me rappelle, un petit maghrébin. Il était super en colère. Et il s'est retourné vers son maître, il a dit « Maître, ils sont encore plus expérimentaux que nous ». C'était trop rigolo, on est allé lui serrer la main après. Et donc après, on a travaillé avec eux, on a expliqué comment, dans des classes où il y avait beaucoup plus de niveaux que dans leur propre classe, même si eux décloisonnaient, même si eux faisaient déjà 3 niveaux, ce qui était déjà incroyablement bien pour la ville. Et bien en fait, ça a été incroyable d'avoir été accueillis comme ça et de se dire, mais oui, on peut rentrer dans la cour des grands. Voilà, légitimement, on a des choses dans ces petites classes uniques qui n'ont rien à voir avec attrait à voir. Hein. La chose qui me paraissait le plus important, c'était que chacun ait sa place. Donc, personne ne savait vraiment dans quelle classe il était. Les programmes, c'était plutôt eux qui se les bâtissaient, selon l'endroit d'où ils partaient. La seule chose que je visais, c'était l'entrée en 6e. Voilà, j'avais ça comme but. Et je me disais, à l'arrivée, et je leur disais, eh bien c'est ça qu'il faut avoir acquis pour que vous soyez bien quand vous rentrerez au collège. Après, j'ai très vite abandonné les livres de lecture, je suis passée par les livres de l'école des loisirs, et surtout, dès qu'on a pu installer le réseau Marel, que ce soit au début avec le Minitel, qui n'était pas vraiment facile à travailler, mais bon, et après avec les premiers ordinateurs, eh bien en fait, l'entrée des classes, de mes classes, ou de la classe de Saint-Jean-Chambre, c'est surtout celle-là sur 11 ans, avec laquelle j'ai le plus été loin et avec laquelle j'ai le plus expérimenté de choses, eh bien, il n'y avait plus besoin de faire des cours de lecture, d'écriture et tout ça, quoi. Les mathématiques, mais on les faisait aussi par le biais de Marel. Donc, les messages provoquaient toujours des envies. Alors, les envies, c'était de répondre. Ça pouvait être du tac au tac. Ça menait pas très loin. Mais surtout, arrivaient les recherches en histoire, géographie, sciences naturelles de notre coin par rapport à tous les autres. Un enfant de ma classe avait trouvé une drôle de bête qui avait des pinces de crabe et une mâchoire de castor. Enfin, je ne sais pas comment il avait expliqué ça. Et j'avais dit, oh là là, mon Dieu, mais qu'est-ce que tu as fumé hier et tout. Et il m'avait dit avec ses grands yeux bleus, mais il dit, c'était près du lac et tout. Et donc, il a fait sa recherche et il est revenu triomphant en disant, c'est une courtilière. C'est un enfant qui ne voulait pas lire et écrire. Il m'avait fait taper dans la main que jamais je lui apprendrais à lire et à écrire. Et j'avais tapé dans la main en disant, je t'apprendrai jamais à lire et à écrire. Mais c'est pas sûr qu'un jour tu ne saches pas lire et écrire quand même. Et donc lui dans l'année, eh ben, il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait appris tout seul à lire et à écrire parce que il avait app
Il était passionné de botanique et de savoir qu'il y avait des courtilières dans le reste de la France qui ne s'appelaient pas comme ça, qui plus est. Alors là, ça avait été le démarrage de l'écriture. Ils apprenaient souvent à écrire avant de lire, et en tout cas simultanément. Et pour les fax, des tout petits, des grandes sections CP, où il y avait beaucoup de recettes, où il y avait beaucoup de choses très personnelles, des petites choses à eux, eh bien au début, j'avais mis en place le parrainage d'un grand qui lisait aux petits et qui l'aidait à écrire sa réponse. Puis ça partait dans le fax, c'était joli, mais des dessins dedans, je ne savais pas comment, ça partait dans le fil et ça arrivait à l'école d'à côté. Alors c'était absolument magique. Et en fait, vers février-mars, ça c'était une chose incroyable que les grands se rendent compte de ça. J'avais un petit qui déboulait en pleurant et je dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh ben ouais, un tel, il m'a dit que on était en début du printemps là et que je devrais savoir lire maintenant. Alors il a décidé qu'il me lirait plus les fax de mes copains. Oh, c'est un peu dur ça quand même. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ah ben il dit maintenant il faut que j'aille très vite, hein, il faut que tu m'apprennes à lire très très vite. Si bien que la motivation, elle n'avait rien à voir avec la méthode Ratus, pousser mon ami, ça c'est les pires. Allez, là je prends vraiment les trucs de mon époque. Mais même les belles méthodes qu'on a faites pour eux, quoi. Parce que là, il y avait la motivation, elle a été totalement intacte. Alors tu faisais comment dans ces cas-là pour lui apprendre à lire? Ça allait très vite, dans le sens où il avait déjà tout un bagage de mots en lisant les fax, en récupérant les mots du copain pour faire sa réponse. Tout ce qu'apportait le grand aussi, quand même. Pendant plusieurs mois, hein, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, il y a des tas de choses qui se mettent en place, des étiquettes de mots, des trucs qui font un bagage tout d'un coup. Et c'était assez rapide. Alors comment ils faisaient? Mais c'était leur histoire, hein, moi je ne savais pas trop. Hein. Ce que je me disais, c'était juste au moins permettre que ça éclose, et chacun à son rythme. Si bien que c'était un peu complexe pour mes remplaçants. J'en ai eu très peu, mais je faisais quand même des stages. Et puis 3 enfants, donc ça m'a pris aussi un petit peu de temps. Je prenais ce qu'il fallait juste, mais bon quand même. Et donc ils disaient, on est un peu pas perturbés, parce que très souvent, en tout cas pour les grands, on n'a rien à faire. Ils ont leur tableau de bord, ils fonctionnent tout seuls, ils ont besoin de nous à peine. Et ils disaient pour les petits, t'avais pas trop de méthode, donc nous, c'était un peu galère pour nous. Et puis c'était eux qui nous faisaient rentrer dans les fax, les petits messages de Marel qui arrivaient, les recherches et tout. C'est peut-être comme ça que j'ai eu des remplaçants qui m'ont dit qu'ils avaient été heureux d'être remplaçants. Quand ils arrivaient chez moi, ils étaient contents. Alors les maths, on avait un bouquin. Ils aimaient bien, c'était les fichiers. C'était coloré, c'était chacun le sien. On était sûr d'arriver à avoir bouclé le programme de maths, parce que les mathématiques, selon Paul Le Boëc, c'était super intéressant, mais il fallait être un petit peu mathématicien comme Paul Le Boëc pour faire du texte libre mathématique, de la poésie mathématique. Alors j'en faisais un petit peu parce que j'avais fait des stages avec Paul et tout ça. Et au départ, moi, j'aimais pas les maths. C'est en les enseignant que j'ai commencé à les aimer. Et lors de ce regroupement avec Paul, Bernard et tout ça, Paul passait dans la salle où on était tous et disait « Ça y est, j'anime un atelier de texte libre mathématique, qui veut venir ?» Et je me rappelle, je n'avais pas vu qu'il était tout près de moi, j'avais dit « Oh là là, ça c'est pas pour moi !» Et hop, il avait mis sa main sur mon épaule, il avait dit « Si, c'est justement avec des gens comme ça qu'on travaille bien. » Donc je me suis dit « Allez, si on n'est pas bon en maths, peut-être que c'est une façon de les enseigner, on peut les enseigner aussi autrement pour que ça nous plaise à nous aussi. » Donc, il y avait eu aussi cette petite fille, elle s'appelait Ludivine, elle nous avait proposé pendant 2 mois des opérations assez incroyables. Alors, on avait appelé ça des ludivions, et pas des opérations. Et ces ludivions, il fallait trouver la règle. Et la règle, on l'a retrouvée avec 3 opérations. Les 3 opérations se renforçant pour être sûr de la règle. Et l'étoile, la petite étoile, voulait dire un tas de trucs incroyables. J'ajoute 10 et je retranche 3. Allez trouver ça. On avait le résultat, mais c'est tout. Et c'était tellement intéressant qu'ils sont passionnés pour se dire qu'une règle d'opération, ça avait été complètement inventé, bien sûr, et que dès qu'on allait chercher comment on pouvait en faire d'autres, ou comment on faisait plein de calculs. C'était pas de la mathématique vraiment, mais plein de calculs en tout cas.
Voilà. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi, je les ai emmenés en Tunisie, donc toute la partie francs, dirhams, c'était eux qui avaient monté le projet, appelé Air France, les billets, ça coûte combien? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Combien il faut qu'on gagne dessous à la kermesse? Est-ce qu'on pourrait demander de l'argent voilà, bon ça avait été la partie argent, fric, pour partir. Et sur place, débrouiller avec des dirhams. C'est comment les dirhams par rapport aux francs. Ça avait été passionnant. Et puis, voilà, les recettes de cuisine. C'est bien qu'il y a des parents qui m'ont dit, je ne comprends pas, avec les grandes sections CP, tu fais les fractions. J'avais dit non, j'avais fait des tartes. Mais en fait, on avait fait des fractions. Et les enfants étaient rentrés en disant, ben nous, on a mangé un huitième de tarte. Et les parents avaient dit, ah bon, Marie-Chantal, elle fait quoi là? Donc oui, tout était l'heure, apprendre l'heure. Bah, si ce n'est pas des maths, c'en est un petit peu quand même aussi. Plein de choses aussi déboulaient sur les maths. C'était pour moi moins... C'est pour ça que j'avais un bouquin. C'était moins naturel pour moi que tout ce qui était littéraire, histoire, géographie, art plastique, musique, chanson, poésie. Voilà. Alors les parents, j'avais surtout à Saint-Jean-Chambre deux familles de parents, les gens du coin et les néo-ruraux. Et c'était des fois un peu compliqué, les uns ayant des envies très précises et les autres aussi d'ailleurs. Les premiers préférant l'école d'avant, et c'était l'école qui leur avait permis d'avoir un boulot, ce qui n'était plus du tout le cas après. D'ailleurs, j'ai eu beau leur expliquer, c'était compliqué. Et les autres ayant fui la ville, s'étant installés là pour avoir une école qui aille dans le sens de la vie et qui respecte leur choix de vie. Ce qui était parfois un peu contradictoire entre les deux. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis au point l'école des parents. C'est-à-dire, j'ai fait des soirées, une fois tous les 3 mois, ou dès que la distance s'allongeait et que je sentais qu'il commençait à y avoir des grincements de dents et des choses qui se passaient au niveau des parents. Voilà. Donc à ce moment-là, au niveau des parents, par rapport à moi, ou entre eux, mais surtout par rapport à moi, des incompréhensions, un peu d'agressivité qui commençait à monter. Donc à ce moment-là, je faisais vite une réunion, j'invitais des gens extérieurs qui apportaient une autre façon de dire les choses, les mêmes choses. Donc Bernard Collot, lui, il a fait 90 personnes dans cette petite classe. J'avais dû écrire sur le papier d'invitation l'école à quoi ça sert. Enfin voilà, je mettais des petites choses un peu provocatrices. Voilà. Lire, c'est l'affaire de tous. C'est le titre du livre de M. Chauveau, je crois, qui avait donc fait un livre là-dessus. Ou lire, c'est simple, quand c'est l'affaire de tous, quelque chose comme ça. Bref, et je faisais venir donc des thérapeutes, mon inspecteur aussi, parce qu'il était un peu forcé d'aller dans le sens d'une école dynamique. Et voilà, j'ai pas eu des inspecteurs qui m'ont contré violemment, sauf peut-être un, mais lui je n'ai pas invité. Mais j'ai eu des inspecteurs qui étaient intéressés et qui en fait se lâchaient, qui venaient apporter du grain à moudre aussi. Pas forcément peut-être aussi loin que là où j'avais été, mais qui apportaient quelque chose, et puis qui avait le nom inspecteur. Pareil pour tout. Tu avais les deux côtés qui venaient? Ouais, parce que c'était des parents d'élèves, donc j'en avais qui venaient pas, mais ceux-là, je préférais les prendre tout seuls, ceux que je savais qui viendraient pas. Puis il y avait un pot de l'amitié après, c'était un moment assez convivial où les parents des autres écoles venaient aussi. Voilà. Et ça a été important. Puis quand l'informatique est arrivée et que je l'ai installée dans la classe, là, ça a été l'explosion. Les parents néo-ruraux m'ont dit non, nous on n'a pas la télé à la maison, tu nous mets pas ça dans la classe. Les autres parents étaient plutôt contents. L'école était moderne, c'était comme en ville. Les petits cousins qui parlaient de tout ça, eux aussi, ils allaient avoir ça. Ça a été un renfort intéressant pour moi, ces parents d'élèves-là. Et si bien qu'aux autres, j'aurais dit, ouais, je comprends ton point de vue, je n'ai pas de télé non plus chez moi. Mais par contre, le monde où là, tes enfants vont vivre, c'est pas le tien. Ou alors, il faudra que tu t'y accroches, quoi. Donc, ces outils-là, ils en auront besoin. Et plus ils les ont tôt, plus ils vont servir d'outils et pas de finalité ou de miroir aux alouettes.
Et si bien qu'à un moment donné, le lundi, j'ai ouvert un atelier informatique pour les enfants, de 4h30 à 5h30. À 5h30, arrivaient les collégiens, jusqu'à 6h30. Et à 7h, déboulaient les parents avec le petit litre de vin, le saucisson, le pâté. Et eux, ils arrivaient pour jusqu'à minuit. Même ceux qui n'avaient jamais voulu venir, que ça rentre dans l'école. Ils ont été dans les premiers à venir se servir de cet outil-là. Et c'est là qu'on a pu réaliser des journaux de classe absolument extraordinaires, une correspondance qui était propre. Et les parents disaient, ben, ils écriront plus. Et quand ils ont vu 3 ou 4 cahiers de brouillon qui défilaient couverts d'écriture au minimum par an, et j'ai plus entendu rien contre l'informatique. Voilà. Ni contre Internet quand c'est arrivé. Oui, oui, avant que la mairie nous fournisse Internet, accepte de payer, parce qu'à l'époque tout était payant. Ouais. Est-ce que les parents pouvaient venir dans tes classes? À partir du moment où il y a eu un fax et un ordinateur, pour le fax c'était ouvert. Voilà, ils pouvaient venir faxer. Tu ne laissais pas les parents venir assister à ce qui se passait? Non. Non, pas vraiment. J'ai fait des journées portes ouvertes quand même, mais pas vraiment. Parce que moi, ce que je trouve, ce qui se passe entre les enfants, eh ben c'est... Comment expliquer ça? C'est à eux, ça leur appartient. Le petit moment du Quad Neuf, les résolutions de conflits le samedi matin, leur projet, c'était à eux, quoi. Non, non. C'était leur espace. Voilà. Alors l'autre question, c'est par rapport justement au conflit et aux sanctions, punitions. Comment tu faisais par rapport à ça? Oh, j'étais pas très à l'aise avec tout ça. Mais en même temps, plutôt aussi, j'avais été bien formée avec les enfants des banlieues de Grenoble, en fait. Par exemple, tu as 2 garçons qui te demandent d'aller aux toilettes. Bah, tu dis oui, toi, tu as 20 ans, tu les 21 ans, tu les laisses aller aux toilettes. Et puis c'est 2 flics qui te les ramènent et qui te disent que tu es responsable. Ils étaient allés désosser une moto dans une cave. Et là, tu te dis, ah oui, je suis responsable, et comment je fais, quoi? Je ne vais pas les accompagner aux toilettes et laisser les autres se taper les uns sur les autres. Ou bien ils ont mis le feu à la maternelle, c'était des enfants de ma classe. Alors qu'à leur petit frère, les pompiers, il a fallu tout sortir par les fenêtres et tout. Tu vois, c'était un peu dur, quoi. Et je pouvais être... et j'étais autoritaire. Et c'était les filles au collège qui m'avaient dit... il y en a une, elle pleurait, je me rappelle, elle m'avait dit... T'es pas comme le maître. Je dis oui, c'est vrai. Elle m'avait dit... en fait, j'avais compris, j'étais pas contenante. Et elles étaient en danger avec moi. Et là, je me suis dit, bah d'accord, ouais, en fait, je suis chef de meute, quoi. Et là, j'ai parfois été super, super autoritaire, à taper du poing et à... Ouais, j'ai vraiment dans ces classes-là, oui. Parce que j'ai senti que c'était les plus faibles, qui étaient filles ou garçons, qui allaient morfler, parce que c'était la loi, la mauvaise loi de la jungle, pas celle de Pablo Servigne, l'autre, qui risquait voilà, tu vois, de pourrir ma classe, quoi. Et quand tu étais dans les classes... Alors, dans les petites classes, on commençait par travailler un règlement intérieur qui était plus ou moins amendé toute l'année, qui était signé par tout le monde, mais je pouvais en avoir qui ne voulaient pas signer. Ça, c'était la prise de tête. Parce que celui-là, il ne se sentait pas du tout concerné par le règlement. Et puis, qu'est-ce qu'on peut dire? Ce règlement était appliqué, il n'y avait pas beaucoup de sanctions. Franchement, dans ces classes uniques, j'ai eu très très peu. J'ai pu avoir 1 ou 2 enfants qui passaient par là pour 1 an ou 2 qui étaient compliqués à vivre, dont mon propre fils, hein, que j'ai mis chez les collègues, parce qu'il ne supportait pas que je m'occupe des autres. Donc voilà, oui, lui m'a renvoyé comment on peut dire, comment résoudre un conflit avec son propre enfant, quoi, qui n'accepte pas la loi de l'école, en tout cas la loi que les autres avaient bâtie. Et au fur et à mesure que le groupe prend sa place, et que chacun prend sa place dans le groupe, les conflits, mais il n'y en a plus, quoi. Ou alors ils sont vraiment juste signe d'un organisme vivant, hein, c'est tout. C'est-à-dire qu'ils ne portent pas atteinte à un enfant et il n'y a pas de mise en danger.
Il y a juste des explications qui peuvent être, jusqu'à être assez vives, oui. Quand il y en a un qui dit à l'autre, non, bah moi j'accepte pas ce que tu fais là. Ça, oui. Mais ils étaient capables de se le dire. Donc ils discutaient beaucoup entre eux. Ouais. Et le samedi matin, parfois, c'était une mise au point de quelque chose qui avait été un peu grave et dont on voulait débattre tous. Lorsque je suis partie à La Réunion, j'ai appliqué cette méthode avec des enfants qui étaient en gros conflit personnels, familiaux, quartier, tout ça. Et franchement, je suis arrivée à des choses que je n'imaginais pas, quoi. À pouvoir avoir des enfants qui annonçaient leur inceste face aux autres et les autres qui le prenaient en charge, quoi. Et ça, j'avais été assez bouleversée. Parce qu'une fois que le groupe est formé et qu'il est contenant, et que chacun a confiance dans l'autre, et qu'il n'y a pas de parents dans la classe, et qu'il n'y a pas de regard extérieur, et que ce qui se dit ne sortira jamais des murs de l'école, eh ben les choses, elles peuvent se dire aussi, quoi. Et ça, c'est pour moi un avantage. D'avoir pu, des fois arrêter l'incendie avant qu'il aille trop loin. En fait, en revenant à La Réunion, j'ai retrouvé les problématiques des classes du début. Mais là, j'étais armée. Et sacrément bien armée. J'ai repris des classes difficiles. Mais tu les as laissés faire ce qu'ils avaient envie à nouveau, en guidant plus ou moins, ou tu as... J'avais déjà des enfants qui ne parlaient pas bien le français. Et moi, je parlais français, et uniquement français. Mais même si je comprenais le créole, je mettais un point d'honneur à ne parler que français. J'étais française. Et eux, il fallait que je leur apprenne le français. On m'avait dit que le créole était interdit en classe. Et moi, j'ai autorisé le créole. Sinon, j'avais des classes muettes. Donc, à partir du moment où j'ai autorisé le créole, ils sont rentrés dans ma langue. Et moi, je suis rentrée dans la leur. Et ils ont fait des poèmes en créole magnifiques. Donc là aussi, tu les laissais libres de faire... Comment tu faisais... Au tout début, tu ne peux pas laisser libre, c'est trop la foi d'empoigne. Je retrouvais les problématiques de mes classes, c'était de la violence à l'état pur, quoi. Et comme j'étais une femme, et que souvent je passais derrière un maître, ils en profitaient, quoi. Là, ils testaient largement ma patience. Et ça a pu être jusqu'à de la violence, hein, de ma part, hein. Je me suis mis au diapason, quoi. À partir du moment où la parole n'avait pas de pouvoir, parce que c'était pas la leur, parce que les mots créoles, quand ils expriment c'est très compliqué des fois un peu le créole, quand ils expriment la violence, prête à confusion avec d'autres mots français. Et donc, j'ai eu un enfant comorien, il devait avoir 12-13 ans, moi, il était beaucoup plus grand que moi, il me dépassait, il était très très violent et il avait donc agressé un enfant dans les toilettes en lui mettant la tête dans les toilettes, voilà, enfin la violence à l'état pur, et envoyé la personne, l'AVS qui était dans sa classe à l'hôpital pour 8 jours. Enfin voilà, il y avait une violence envers les adultes qui était très forte et ils me l'ont mis dans ma classe parce que ma classe n'était pas très 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 fournie. Et quand il est arrivé, il y avait tout ce passif là, et je me suis dit, oh là 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 là, j'ai déjà que 2 filles dont les papas sont en prison pour inceste sur elles. Le reste, c'est des enfants, des garçons dans un état assez pas bien non plus reluisant. Et il arrivait au milieu avec toute sa haine et sa douleur, évidemment, lui. Et pendant 1 mois, ça a été l'affrontement. Et le psychologue avec qui j'avais fait, parce que j'en ai profité pour passer le CAPSAIS à l'époque là-bas, le psychologue qui m'avait accompagnée dans mon mémoire et tout, il m'avait dit, mais enfin Marie-Chantal, quand tu es devant des élèves, tu es instite. Je dis, ça, je sais faire. Et il dit, ben, quand tu es devant des bêtes sauvages, tu es quoi? Je dis, dompteuse. Il dit, ça même, comme on dit en créole. Vas-y. Et donc, j'avais une règle en fer. Et donc, je lui tournais jamais le dos. J'ai fait la classe sans tourner une fois le dos. Et quand j'ai tourné le dos, j'ai plongé à l'eau, on avait un seau d'eau, pour pouvoir voir dans le miroir du tableau noir ce qu'il a été en train de faire derrière moi. Donc la réaction a été directe et violente. Donc à 10h, il ne supportait plus. On avait commencé à 8h, bon an, ballant. Et à 10h, il passait par les fenêtres et j'appelais les flics. Et je disais, voilà,
s'est tiré, il doit être au niveau des cannes à sucre, il faudra le récupérer et tout. Je n'étais pas du tout aidée par l'équipe, ni par le directeur, donc je me suis sentie un peu seule quand même. Et puis à un moment donné, je me suis dit, il tapait sur les filles, surtout les deux petites gamines, et c'était de la violence. Il y avait pas, elles faisaient rien, quoi. Elles étaient juste présentes, ça devait le gêner. Et donc à un moment donné, je sais, il était comorien, il était musulman, et moi j'étais femme et française, donc tout ce qui m'a sorti en comorien, j'imagine que c'était les pires insultes qu'on peut dire envers les femmes. Hein. Et à un moment donné, je lui ai dit, tu sais, c'est moi le chef. Il n'y a que moi ici comme chef. Tu n'es pas chef et tu le feras jamais. Et en tant que chef, eh ben, ça passe ou ça casse. Et je pourrais te casser. J'irai jusqu'au bout. Et bien, ça a pris qu'un mois. Et un jour, il était là, dans la file, en train d'attendre avec les autres. Il avait relevé son bonnet, enlevé ses rébanes, et il m'a dit « Bonjour, madame ». Et ce jour-là, je lui ai tourné le dos, et ce jour-là, il est rentré dans l'école. Mais ça, voilà quoi. On me dit « Oui ». Ça, c'est la CNV aussi, on en revient là. Pas de violence verbale, pas de violence, oh, bah, encore moins physique, etc. Ah oui, oui, je suis complètement d'accord. Je voudrais bien voir combien de temps tiennent ces personnes-là dans une classe comme celle-ci. Ou comme ailleurs, hein, parce que... Est-ce que dans ces classes-là, à La Réunion, tu as réutilisé ce que tu connaissais de l'Ardèche? Oui, oui. J'ai remis des fax. Ils ont correspondu avec l'Ardèche. Et ça a été absolument impressionnant. Cet échange d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, parce que moi au début ils leur ont écrit tout en créole. Et de l'autre côté de la mer, eh ben, les petits Ardéchois, ça a été génial, ils sont rentrés dans le jeu et ils ont dit « Ah oui, vous nous avez dit ça, ça et ça ». Et c'était pas du tout ça. Et j'ai dit, ils disaient « Mais ils comprennent rien là-bas ». Et j'ai disais « Bah non, ils causent pas créole, donc ils comprennent rien, donc vous devez faire un petit effort ». Ah, il dit « Il faut qu'on parle le français alors ». Ben j'ai dit « Oui ». Si vous voulez qu'ils vous comprennent. Et c'est là qu'ils sont rentrés en disant, bon, là, moi, je vais leur parler des tangs à La Réunion, et moi, je veux bien leur faire le dessin du tang et mettre une photo, mais je vais leur écrire le texte en français pour qu'ils comprennent ce que c'est qu'un tang. Et c'est là qu'ils ont pu passer du créole au français comme deux langues distinctes et non pas un gros mélange, les deux, dans lequel c'était tout. Pas de cours ni de leçons, toujours. Mais en fait, j'en faisais tout le temps. Enfin, comment t'expliquer? C'était tout le temps, il y avait les bouquins, il y avait Internet. J'avais exigé aussi un ordinateur, Internet. Donc, j'avais remis en place les mêmes outils. Le fax aussi, les messages télématiques. Tu vois, j'avais un tout petit bout de chou. Je sais pas, il avait 12 ans, il avait une taille de 3 ans. Et il se cassait en plus quand il tombait, cet enfant-là. Et donc... il voulait absolument pas ni écrire, ni lire, ni l'école. Il voulait plus aller chez l'orthophoniste. Il voulait plus rien quand je suis arrivée dans sa classe. Et j'ai dit à la maman, eh ben on le laisse tranquille. Surtout, on l'embête plus. Par contre, il peignait, il dessinait magnifiquement. Donc l'atelier, je mettais des ateliers en place aussi. Hein. Donc les classes étaient faites pas avec des bureaux et machin. Donc il a usé et abusé de la peinture, du fusain, des sanguines. Il s'est exprimé. Il faisait des choses magnifiques. Et c'est en lui demandant, on écrit quelque chose avec ton dessin là pour expliquer aux autres, ou tu as envie de dire quelque chose, qu'en écrivant ce texte dessous, il rentrait un peu là-dedans, quoi. Et puis un jour, tous les messages Marel arrivaient, et comme il ne savait pas lire, il y a celui qui savait lire qui dit bah, dans mon village, alors je ne sais plus quel village c'était, on a une caserne de pompiers, on a tant de pompiers, doit y avoir un 4x4 et une ambulance. Et lui, il lève la main et dit « Ah non, mais moi, je veux répondre à ce message-là. » Ah ben, j'ai dit « Super. Alors, comment tu t'y prends ?» Il dit « Bah, je vais aller à la caserne. » Mais oui, mais lui, à la caserne, je vais le porter. Hein. Pour aller au stade, je vais le porter. Au début, j'évaluais même pas les distances et je me retrouvais à rentrer en classe après que la cloche ait sonné, il ratait la cantine et des trucs comme ça, tout simplement parce qu'il fallait que je le porte, quoi, comme un bébé, comme un petit. Donc j'ai dit, la caserne, elle est sur le chemin du champ de foot, alors on y va, on t'y laisse, et puis il y a un grand qui vient te chercher quand tu as fini ton enquête. Et il avait préparé sa feuille, où on avait dessiné très bien, l'ambulance, le 4x4, le nombre de pompiers, donc il avait fait un petit personnage, il avait rajouté je ne sais plus quoi. Et donc, il avait juste à mettre les nombres en face.
et se faire aider par le pompier de service de ce moment-là. Il est parti tout seul avec son papier sous le bras, il a rempli son questionnaire et les autres n'en revenaient pas. Et il a dit aux autres, et quand il a écrit, il dit alors je fais comment pour écrire? Ah bah je dis, comment on peut faire? Je dis il n'y a pas des mots que tu connais là-dedans. Il dit si 4x4 c'est écrit comme la voiture de mon voisin. Bah voilà, je dis donc tu peux écrire cher, il s'appelle comment? Bah il s'appelle Timéo. Ah bah cher Timéo, bah le mot caserne tu peux le retrouver? Il dit bah oui, ça commence comme, alors K, je sais pas ce qu'il y avait, case, je sais pas quoi, ça commence pareil. Et je dis allons-y. Alors dans notre caserne, il reprenait la même phrase. Après, il y a un 4x4, allez. Et en fait, il a, en s'aidant de tout le texte du copain d'en face, de la métropole, il a tout retrouvé avec son dessin et ses nombres qu'il avait fait. Et il a envoyé son message, fier. Hein. Et il est rentré comme ça dans les apprentissages. Bon, c'est qu'un exemple, hein. Mais c'est tellement jouissif de... Bon, lui, ça a été mon héros. C'est lui qui a été mon fil rouge de mon mémoire. Mais franchement, c'est faire l'école comme ça, mais j'ai terminé avec un IME. Dans cet IME, j'avais un enfant qui ne parlait pas. Mais les médecins ne savaient pas pourquoi il ne parlait pas. Il parlait avec les yeux, hein. Mais la communication non verbale, je n'avais jamais testé. Moi, j'avais toujours des enfants qui, au contraire, montaient en graines, voilà, étaient capables de parler avec beaucoup de précision. Au bout de quelques années avec moi, la communication était super fluide, quoi. Et même au niveau des adultes, les autres adultes, quand ils avaient quelque chose à dire à quelqu'un, ils allaient le dire, quoi. Voilà. Comme on dit les profs, tes élèves sont des rebelles. Je dis, ah bon? Oui, mais des rebelles très polis. Ah ben j'ai dit ça, j'y tiens. Mais tes parents d'élèves aussi sont des rebelles. Je dis ça, j'y suis pour rien. Hein. Vous n'allez pas tout me mettre sur le dos quand même. Les élèves acceptent, mais pas les parents d'élèves. Et donc, à l'IME, cet enfant-là, ça posait problème parce que je ne savais pas quoi faire. Comment, en plus, quand il dessinait, c'était des petits cubes, des ronds, des carrés. Enfin, il n'y avait rien. Quand je lui demandais de dessiner son week-end, j'étais perdue dans le dessin, quoi. Alors après, je m'asseyais en face de lui pour bien avoir son regard et ses mimiques. Et je faisais des phrases. Et je tapais dans toutes les possibilités d'un week-end. Et quand il y avait un grand sourire, j'écrivais la phrase. C'est bien qu'il a participé au journal de classe. Et les autres m'ont dit, mais comment tu arrives à le faire parler, lui? Et comment il peut écrire? C'est pas possible. Et bien j'ai dit, ici, on arrive. Bien sûr qu'on y arrive. Bon, c'est un peu plus compliqué qu'avec les autres. Et ça, des enfants comme ça, autistes, bon, avec des fêlures énormes quand même, j'avais jamais testé ça. Moi, il me fallait plutôt des enfants qui réagissaient, plutôt caractériels, plutôt des enfants de banlieue, ça j'aimais bien. Mais ces enfants-là, complètement différents, avec des langages complètement divers, c'était moi l'handicapé dans la classe, c'était pas eux. Hein. Et ben bon, on a fait plein de choses pour que je le sois moins. Et à la fin, quand je suis partie, c'était la dernière année, et j'ai fait un petit discours, ils m'ont fait des gâteaux et tout ça, et je leur ai dit qu'ils avaient la cerise sur le gâteau, que le gâteau, ça avait été mon boulot, et que franchement, ils avaient été la cerise dessus. C'était l'année du bac, en 73. Juste après le bac, je suis partie en stop à un congrès Freinet, Aix-en-Provence, et je suis tombée sur Jean-Louis Hirst, qui donc expliquait son parcours et comment il en était arrivé à devoir quitter l'éducation nationale après ce qu'il avait mis en place dans sa classe à Paris lors du procès de Bontemps et Buffet. C'était une classe donc, comme je disais, d'un quartier plutôt chic, assez bien bourgeois, avec des enfants qui s'exprimaient très bien en fait, hein, parce qu'on a vu dans les vidéos, c'était plutôt des enfants qui avaient de langage, qui communiquaient bien, avec qui il avait déjà mis en place, il avait mis en place pas mal de choses. Et là, au moment du procès, tous les enfants étaient pour la peine de mort. Si bien que sur plusieurs jours, une semaine, 15 jours, j'en sais rien en fait. Il a partagé la classe en deux, ceux qui étaient donc pour la peine de mort, ceux qui représentaient la partie civile, et puis les autres à qui il avait attribué la fonction de défendre Bontemps et Buffet et de défendre l'abolition de la peine de mort.
Et ce qui a abouti à une crise à l'intérieur de l'école. Il a donc pas du tout été soutenu ni par ses collègues ni par son directeur. Les parents d'élèves ont été, je crois, très en colère contre lui. Son inspecteur aussi, si bien qu'il a dû dégager de l'éducation nationale. C'est allé assez loin parce que donc les parents disaient qu'il avait une emprise sur les enfants. C'est sûr qu'il avait une emprise qui était différente de celle de la leur, au niveau des parents. Et donc, il y avait, je me rappelle l'histoire quand même d'une élève qui était partie en hôpital psychiatrique, non pas parce qu'elle était folle, mais tout simplement parce que elle disait qu'elle était complètement d'accord avec ce que disait son instituteur. Donc, je retrouve ce Jean-Louis Hearst plusieurs années après. Et je le retrouve une troisième fois. En fait, je l'avais rencontré avant Jean-Louis. Mais je n'avais pas fait attention. Je l'avais rencontré dans une drôle de rencontre. Les parallèles se rencontrent. C'était des écoles parallèles de France qui se retrouvaient dans un énorme chalet à Arvieux pour parler pédagogie. Au milieu de leur marmaille, les enfants, tout le monde couchant ensemble, les matelas les uns sur les autres, enfin, bout à côté. Enfin, c'était une drôle d'ambiance. Moi, je descendais sur le sud. Voilà. Et donc, il était présent, ça venait juste de se passer, son histoire, et il était très violent, très agressif. Les peu de discussions où je les ai entendues, ces gens-là, ça me donnait absolument pas envie d'avoir une expérience dans une école parallèle de France de cette époque-là. Surtout qu'on laissait les enfants faire tout ce qu'ils voulaient, style casser 80 verres en pyrex par terre, sans qu'aucun adulte ne bouge. Ou bien, voilà, il y a eu un bébé qui a été assez abîmé par des enfants qui ont tapé sur le berceau à coups de barre de fer. Enfin, des trucs incroyables quand même. Et ça a fait exploser, je crois, cette espèce de mouvement de pédagogie différente, mais qui, en fait, n'a abouti à pas grand-chose. Bref, ça c'était rigolo. Donc Jean-Louis, je l'avais vu là, c'était juste après. J'avoue qu'il n'était pas du tout dans un état, comment on pourrait dire, ni pour expliquer ce qu'il avait fait. Il était en révolte totale, si bien que quand je l'ai rencontré plusieurs années après à Aix-en-Provence, c'était quelqu'un de complètement apaisé, qui n'était plus du tout dans l'éducation nationale et qui nous a vraiment montré ce qu'il avait fait, le travail, son parcours et le travail qu'il avait fait. Et là, je m'étais dit, ah ouais, l'école, ça peut être quand même quelque chose d'engagé dans la vie locale, politique, nationale, etc., etc. Voilà, j'étais pas encore instite, hein. Et je savais même pas que j'allais l'être. Je venais de passer le bac. 1 an et demi après, j'étais suppléante. Et quelques années après avoir été suppléante et remplaçante éventuelle, j'ai intégré le corps de l'éducation nationale.